Bonjour à tous, je vais donc vous présenter la chirurgie reconstructrice des organes génitaux externes. Euh, Bonjour à tous, je vais vous présenter la chirurgie reconstructrice des organes génitaux externes, qui est donc une spécialité extrêmement vaste, très méconnue. Comme vous le voyez, on va aujourd'hui malheureusement pouvoir aborder dans cette version un peu résumée et qui est un peu le minimal qu'on souhaiterait que vous connaissiez sur le sujet. On va malheureusement pouvoir aborder uniquement les sténoses de l'urètre et la circoncision. Mais ce domaine comprend aussi toute la chirurgie esthétique des organes génitaux externes, la chirurgie reconstructrice, après traumatisme, gangrène de Fournier et autres, les fistules vésicales et urétrales et les troubles de l'identité sexuelle qui font partie de ce domaine de la chirurgie reconstructrice des OGE et de l'urètre. Alors, les sténoses de l'urètre, que faut-il en connaître? D'une part, un petit peu d'anatomie, savoir que l'urètre est essentiellement constitué d'un urètre antérieur, comprenant l'urètre bulbaire, pénien et méatique, et d'un urètre postérieur, comprenant l'urètre membraneux et l'urètre prostatique. On voit aussi en rouge sur ce dessin dessiner la face dorsale de l'urètre et en bleu la face ventrale de l'urètre. Ce sont les deux éléments importants, la face dorsale étant donc collée contre les corps caverneux et la face ventrale étant celle que l'on a sous la peau lorsqu'on aborde l'urètre en général. Les étiologies des sténoses de l'urètre sont les causes idiopathiques le plus souvent, mais aussi iatrogènes, notamment la résection urétrale de prostate, avec actuellement une petite inquiétude sur le LEP notamment, à cause des gros calibres de résécteurs et de la longueur des interventions. Et il y a aussi les causes traumatiques et les causes inflammatoires. Sur le plan du diagnostic, le diagnostic est essentiellement clinique avec tous les symptômes du bas appareil, dysurie, pollakiurie, etc. Ceci pourra être exploré par les questionnaires de type IPSS ou USP, mais actuellement on traduit l'USS-PROM pour pouvoir avoir un questionnaire en français sur la sténose de l'urètre et son retentissement fonctionnel. Sur le plan de l'examen clinique, on regardera bien le MEA, l'aspect du gland, voir s'il y a un lichen ou non. Sur le plan urodynamique, essentiellement la débimétrie et un Qmax supérieur à 15 ml par seconde exclura a priori une sténose significative. Les deux autres examens réalisés sont l'UCRM, qui permettra de définir la longueur, la sévérité et la localisation des sténoses, en se méfiant un petit peu de la surestimation ou de la sous-estimation liée au cliché. La fibroscopie sera intéressante pour regarder l'aspect de l'urètre, la localisation de la sténose sera aussi précisée et la trophicité de la muqueuse est intéressante à connaître. Pour les sténoses de l'urètre antérieur, on rappelle, sténose de l'urètre bulbaire, pénien ou méatique, on va voir quels sont les traitements possibles. Alors, la stratégie thérapeutique a énormément évolué et aujourd'hui, devant une sténose de l'urètre bulbaire, on réalisera en premier, si elle fait moins de 2 cm, une urétrotomie ou une dilatation et en cas de récidive, ensuite, ce sera une urétroplastie. Si elle fait plus de 2 cm, on passera directement à l'urétroplastie. Pour les sténoses de l'urètre pénien, on réalisera toujours d'emblée l'urétroplastie. Et pour les sténoses de l'urètre méatique, on pourra réaliser une méatotomie et une dilatation en première intention, mais en cas de récidive, on passera aussi à l'urétroplastie. Le traitement endo-urétral, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement l'urétrotomie, les dilatations sous contrôle radiologique, plus discutables, les dilatations à l'aveugle qui peuvent entraîner des lésions. Les urétrotomies. Alors, quels résultats? Urétrotomie ou dilatation sont les mêmes résultats par ailleurs. Après une première urétrotomie, on a 50 à 60% de succès à 2 ans, donc une technique intéressante, mais en cas de récidive, on voit que le taux passe à 30-40% de succès seulement et il s'effondre à la troisième tentative. Pour les longueurs de la sténose, inférieures à 2 cm, on a de bons résultats, supérieurs à 4 cm, de très mauvais résultats, d'où la proposition de réaliser une thérapeutique d'emblée curatrice par urétroplastie si les sténoses sont longues. Les différents traitements proposés dans le cadre des urétroplasties sont la résection anastomose, l'urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale en un temps, ou les urétroplasties en 2 temps, en général aussi avec de la muqueuse buccale. Les sténoses du MEA, comment sont-elles traitées? Alors, les sténoses du MEA urétral vont comprendre les méatotomies avec 75 à 87% de succès, ou les méatoplasties, soit par lambeau cutané comme on voit ici, soit par greffe de muqueuse buccale, qu'on détaillera plus dans d'autres vidéos de présentation. Pour la sténose pénienne, en gros, on a deux grands types de chirurgie, les chirurgies par lambeau cutané
qui étaient très en vogue avant, qui ont un petit peu perdu de la place dans l'arsenal thérapeutique, puisqu'on réalisera plus volontiers des greffes de muqueuse buccale, avec un taux de succès qui est de 74 à 76% à 5 ans, ce qui est quand même bien un assez long terme, en sachant qu'on a de moins bons résultats dans l'urètre pénien que dans l'urètre bulbaire, puisqu'on a moins de corps spongieux et moins de vascularisation. Si la lumière urétrale est très étroite ou le canal urinaire de très mauvaise qualité, on réalisera volontiers des urétroplasties en 2 temps avec résection de la partie urétrale de mauvaise qualité, remplacement par de la muqueuse buccale, comme on l'a vu sur la photo initiale concernant les urétroplasties. Et on a de très bons taux de succès sur ces chirurgies en 2 temps, donc il ne faut pas hésiter à les faire. Enfin, en cas d'échec de toutes ces techniques répétées, après plusieurs tentatives d'urétroplastie, on passera à des techniques palliatives de type dilatation à répétition, autodilatation, urétrostomie périnéale. Les sténoses bulbaires, le traitement de référence était la résection anastomose, mais aujourd'hui, on peut proposer de façon tout à fait légitime soit la résection anastomose, soit l'urétroplastie d'augmentation et greffe de muqueuse buccale. Les indications ne sont pas tout à fait les mêmes. La résection anastomose ne sera possible que si la sténose est courte, puisqu'on devra spatuler l'urètre pour l'élargir et réaliser l'anastomose sur 1 cm environ, ce qui va rallonger la zone sténosée la zone à combler de 2 cm, et donc à la fin, on va avoir une sténose, un urètre qui va se raccourcir de 3 cm, donc on ne peut pas le faire pour les très longues sténoses. Clairement, aujourd'hui, on bascule doucement vers la non-transecting surgery, qui consiste à réaliser une sorte de résection anastomose sans interrompre le tissu spongieux et la vascularisation par le tissu spongieux. Ces techniques seront expliquées dans d'autres vidéos ultérieurement. Concernant l'urétroplastie d'augmentation avec greffe de muqueuse buccale, on réalisera 2 types de greffe de muqueuse buccale, soit sur la face ventrale, soit sur la face dorsale. Elle est intéressante et plus facile sur la face ventrale, mais elle ne marchera que si la sténose est bien localisée à l'urètre bulbaire. Sinon, on préférera la greffe sur la face dorsale, notamment lorsqu'elle est à cheval sur l'urètre bulbaire et l'urètre pénien. Enfin, comme dans les autres techniques, le traitement palliatif pourront être proposés, et ce sera l'urétrostomie périnéale ou les autodilatations ou les urétrotomies à répétition, en cas d'échec répété de ces techniques d'urétroplastie. Pour les sténoses de l'urètre postérieure, il y a plusieurs causes à ces sténoses, mais on ne pourra aborder ce jour que les sténoses post-traumatiques avec ascension du bloc prostato-vésical. On les retiendra, mais on ne les analysera pas aujourd'hui, les sténoses sur endoprothèse ou les sténoses de l'anastomose vésico-urétrale ou enfin les sténoses post-résection urétrale de prostate qui feront l'objet de présentations spécifiques. Les sténoses post-traumatiques, que faire et quand? Alors en période aiguë, un sondage doux est toujours autorisé, mais vraiment sans jamais forcer, le mieux étant quand même de réaliser une tentative de réalignement sous contrôle de la vue, et c'est une tentative qui ne doit pas dépasser 10 minutes. Au-delà, cela veut dire qu'on est en train d'abîmer potentiellement les tissus, d'augmenter les risques de dysfonction érectile, et donc on ne doit réaliser ce geste que lorsqu'il se passe très bien, et ça doit être une tentative rapide. En cas d'échec sur l'alignement endoscopique, on mettra un cystocate, on attendra 3 mois et on pourra réaliser ensuite une urétroplastie secondaire. L'urétroplastie secondaire consistera lorsque la sténose est courte, une simple libération de l'urètre sur la totalité de son pourtour sur 8 à 10 cm, de façon à gagner de la longueur urétrale et pouvoir faire l'anastomose. Si on n'a pas gagné suffisamment de longueur, on pourra raccourcir le virage en passant entre les 2 corps caverneux. Et si ça ne suffit toujours pas, on réalisera une résection osseuse pour réaliser une anastomose avec un trajet beaucoup plus court et moins de tension. Les résultats sont globalement très bons, 5 à 10% de bons résultats. Le taux de continence dépendra de l'intégrité du col vésical. En effet, si le col vésical est lésé lors du trauma initial, on aura un taux d'incontinence élevé. Les troubles de l'érection de novo apparaissent dans 5 à 10% des cas selon les études et sont présents au total à cause du traumatisme et à cause de la chirurgie dans environ 13% des cas.
En conclusion, on retiendra que pour les sténoses de l'urètre antérieure, il y a eu un changement radical et que le traitement doit être presque toujours en première intention la chirurgie d'urétroplastie, sauf pour les sténoses de l'urètre bulbaire courtes ou pour les sténoses du MEA courtes aussi, où des traitements endoscopiques pourront être proposés. La muqueuse buccale sera le tissu d'augmentation qui sera privilégié. Pour les sténoses de l'urètre postérieure, la prise en charge précoce ne doit pas aggraver les lésions et donc on saura les limiter dans le temps et à leur strict minimum. Et on sait que les chirurgies de résection anastomose ont de très bons taux de succès après. On aborde enfin la circoncision comme deuxième exemple de chirurgie reconstructrice, chirurgie qui paraît très anodine, mais qui, on le verra, n'est pas sans conséquences. Elle est réalisée pour trois raisons principalement. Le phimosis, qui est une raison donc médicale, pour des raisons rituelles qui n'est donc pas des raisons médicales, et enfin des raisons médicales plus atypiques qui sont les risques de transmission des IST et risques de développement de certains cancers. C'est une technique finalement c'est une indication très peu retenue en Europe, mais très présente aux États-Unis et dans les pays d'Afrique. Quelques notions préliminaires sur la circoncision. D'une part, le phimosis est physiologique chez le nouveau-né. 96% des nouveau-nés naissent avec un phimosis, mais à 6 ans, 92% des enfants peuvent être décalotés. Donc on voit qu'il y a une capacité à l'élargissement du prépuce qui est très importante. Et si on attend l'âge de 18 ans, seulement 1% des phimosis seront finalement traités. Parfois, le phimosis peut être acquis après des calotages de force, les lichens scléroatrophiques ou des balanites chroniques. Mais si on considère la totalité de la population française, on s'aperçoit que 14% des hommes en France sont circoncis. En cas de consultation pour phimosis, notamment chez l'enfant, on essaiera un traitement par corticoïde avec un taux de succès variant de 50 à 96%. Pour les techniques de circoncision, en cas d'échec du traitement par corticoïde chez l'enfant ou chez l'adulte, on proposera soit la technique de circoncision avec mise en place d'une pince et section, ce qu'on appelle la technique à l'aveugle, avec des petits risques de lésion du méa urétral ou du gland, ou sinon on privilégiera peut-être les techniques par incision dorsale, avec incision au ciseau sur la face dorsale du prépuce et résection à la demande du tissu prépucial. Enfin, il y a des systèmes automatiques qui sont utilisés plutôt dans le cadre de programmes de circoncision à grande échelle en Afrique ou dans les pays en voie de développement. Ces circoncisions ne sont pas sans complications. Bien évidemment, le décès, même s'il est extrêmement rare, doit être cité, mais c'est surtout les saignements post-opératoires, les infections, voire les gangrènes qui sont assez rares, parfois des amputations, comme on peut voir sur ce schéma, des complications urinaires ou des résections trop importantes du fourreau. Donc, pas complètement anodin cette circoncision. Que se passe-t-il en termes de sexualité? Les effets sont assez controversés. Il semblerait qu'il puisse y avoir une diminution de sensibilité du gland qui se traduirait par une augmentation de la latence éjaculatoire, voire pour certains patients, une anéjaculation post-circoncision, et donc nécessité de prévenir et d'informer le patient de ces possibilités-là. Les études sur le sujet sont assez difficiles à interpréter, puisque beaucoup de ces études ne comprennent pas la prise en charge des enfants, puisque c'est difficile de faire ces tests-là, et comprennent essentiellement des patients qui ont eu des raisons médicales d'être circoncis, mais parfois d'autres pathologies comme le diabète, donc avec des possibles troubles sensitifs préexistants. En conclusion, chez l'enfant, on évitera la circoncision si il n'y a pas de complications, type balanite ou autre, et on essaiera les corticoïdes. Chez l'adulte, les corticoïdes marchant mal, on y va assez vite à la chirurgie. On se méfiera du cancer sous le phimosis chronique. La postectomie, on le rappelle, est la première cause de procès chez l'urologue, et si on fait des circoncisions pour raison rituelle, à ce moment-là, il faut prendre une assurance de type chirurgie esthétique, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte réalisé pour une raison médicale.
nécessité de bien informer des complications et des effets secondaires possibles. Je vous remercie de votre attention.